Bonjour, c'est Philippe Lemoine. Je vais essayer de ne pas rire. Vous écoutez Newsroom, le podcast des invités de la rédaction de Ouest France. Et aujourd'hui, on reçoit dans la joie et la bonne humeur José Garcia. Bonjour. Bonjour José. C'est peut-être la dernière. Mais on n'espère pas. Bon, d'abord José, je voudrais vous dire que vous êtes très élégant en caleçon blanc et fixe chaussettes, avec un air martial pour marcher dans les couloirs d'un sous-marin. Ça a été un travail. On a un peu transformé les uniformes, mais ils sont magnifiques. Je pense que ça va donner des idées à pas mal de sous-mariniers et pas mal de gens de la marine. Ouais. Mais c'est vrai que le fixe chaussette, Pas mal. c'est une belle technique. Ouais. Ouais. Donc on vous reçoit aujourd'hui parce qu'il y a un film qui sort la semaine prochaine et qui s'appelle À toute allure, une comédie qui est vraiment très drôle. Je le dis sincèrement, j'ai ri, c'est léger. C'est une comédie avec Pio Marmaille qui est votre acolyte dans ce film et dans la vie aussi, j'ai un peu l'impression. Oui, on s'est bien trouvé. Voilà. Et donc vous jouez le rôle d'un commandant de sous-marin. Oui, alors c'est surtout Pio Marmaille et Ié Haïdara Ouais. qui ont une espèce de crush. Un gros crush même. Voilà, un très gros crush. Parce qu'en tout cas, c'est Pio Marmaille qui, lui, est un steward Mhm. et qui va faire une escale à Tahiti, voilà, comme un bon steward qu'il est. Et il va tomber évidemment sur justement des gens de la marine qui sont aussi au même endroit, en escale. Et puis il va tomber sur Ié Haïdara qui va le Qui est séduire. très bien, ils sont un chouette Ouais. couple tous les deux. Et puis lui, il va décider de la suivre. Quoi. Et donc il va la suivre jusque là où elle va. Et comme tout d'un coup, il y a une tempête qui se prépare, il va la suivre carrément dans un sous-marin nucléaire dont je suis le pacha, comme on dit. Et alors ça, c'était un rôle inhabituel, pacha d'un sous-marin. Quand vous avez lu le scénario, vous vous êtes dit, oula, qu'est-ce que j'ai fabriqué dans cette casserole sous l'eau? Ah non, je suis Non. super content. Non, Ouais. non, parce que c'est des personnages comme ça, avec de l'épaisseur. Voilà, j'étais très content qu'on me donne ce genre de rôle, parce que c'est des personnages qui demandent d'avoir du coffre, d'être bien installés, et de faire un peu le mec qui règle les problèmes, et ne pas les foutre pour une fois. Voilà. Donc c'est pas mal. Pas foutre le bordel, mais le préserver, c'est ma mission. Un vrai rôle de composition, comme J'ai tout. dû me tenir. Hein. Alors justement, jouer en caleçon, en fixe chaussette, en uniforme, ce besoin de jouer... À poil Non, Est-ce que c'est vraiment intrinsèque chez vous? Oui, j'aime bien. on l'a pas beaucoup vu, si. Non, je crois pas. Ça vient d'où, ce désir? Est-ce que vous vous souvenez du déclic, je sais pas, enfant peut-être, où un jour vous vous êtes dit, bah oui, ça va être pour moi et je pourrais pas faire autre chose que d'être présent à l'écran Ça, c'est arrivé malgré moi, parce qu'en fait, je ne croyais pas que je pourrais faire des études d'acteur. Et puis, au bout d'un moment, il n'y avait pas grand-chose qui se présentait. Je suis parti à l'armée à 17 ans et demi. J'ai devancé l'appel. Ouais, donc ça veut dire que l'école, c'était pas trop ça? J'étais très évolué pour l'école. Non, c'était pas très ça. Non. Et donc, au même moment, j'ai une amie qui m'a dit, écoute, t'arrêtes pas de faire rire tout le monde. Va au cours Florent, va prendre des cours au cours Florent. Elle m'a donné le numéro et puis j'ai décidé en même temps que je rentrais à la caserne d'aller me présenter au cours Florent. Et puis voilà, dès que je suis rentré le premier jour, j'ai vraiment senti que c'était ça. Ouais. Ouais. Mais cette capacité à faire rire, parce que j'imagine qu'à l'armée, dans la chambre, dans la caserne, il y avait José Garcia qui était debout sur le lit et qui faisait marrer tout le monde? Ouais, pour la période des classes, oui, j'étais pas mal. En fait, j'aimais bien foutre un béret avec des lunettes un peu dures et foutre toute la caserne debout, faire des inspections surprises. Et ça marchait super bien. Donc, non, j'ai fait tout ce que je pouvais faire à la con. Je l'ai fait, oui. Non, je me suis bien marré pendant ces années-là, en fait. Ouais. J'étais dans l'âgement du train, donc j'étais chauffeur poids lourd. Donc c'est moi qui livrais la bouffe, donc il fallait être sympa avec moi. Hein. Ouais, alors il y a une rencontre dont on parle évidemment toujours aujourd'hui, qui est celle avec Antoine Decaune. Comment ça s'est passé? Vous étiez donc chauffeur de salle à Canal+, et Oui. vous avez été repéré? Vous avez dû la raconter 150 fois celle-là, et pourtant, non, en fait, elle est toujours ce qui s'est passé, d'actualité. j'ai commencé avec Carl Zero. À l'époque, il faisait un truc qui s'appelait le Zérorama. Il m'a fait faire des pubs. Et puis après, je faisais la clap pour Nulle part ailleurs. Mhm. Moi, j'étais au théâtre. Donc, je ramais au théâtre. C'était dur pour moi. Et donc, du coup, pouvoir faire la clap et être payé
par jour. À l'époque, c'était 200 francs, je crois, le soir. C'était génial, quoi. Ça me faisait au moins... je travaillais une semaine ou deux dans le mois. Et puis après, on m'a demandé de venir de plus en plus parce que j'étais ambianteur. J'étais un bon ambianteur. Et après, on m'a demandé de m'occuper du public. Voilà, de parler au public. Et c'est à ce moment-là qu'Antoine a commencé à faire des personnages. Et moi, j'avais une énorme barre. Je jouais une pièce qui s'appelait le Mystère de la Chambre jaune, que j'avais joué à Lille et tout ça. Et quand je suis revenu et je me suis rasé et tout ça, il m'a dit, tiens, j'avais un ami qui avait commencé les personnages avec lui. Et il a dit, mais tu sais, si tu devrais prendre José, parce que c'est sa spécialité, c'est la création de personnages. Et voilà, il m'a habillé en femme et on a commencé comme ça, quoi. Il m'a prostitué pendant 7 ans et j'ai pas porté plainte. Hein. Et alors, il y a un truc, c'est que c'était il y a combien, 40 ans, parce que Canal fête ces 40 ans-là et on voit beaucoup... C'est dur ce que vous venez de dire. Mais c'est dur pour moi aussi, parce que j'étais devant ma télé. Non, c'était, je crois, en 90. J'ai commencé là-bas à faire chauffeur de clap en 97. Donc 2 ans après, 98, 99. Ouais. Et alors, quand on regarde les réseaux sociaux aujourd'hui, notamment TikTok, des extraits de toutes ces conneries qu'il y a pu y avoir avec Antoine, mais ça passe en boucle. Comment vous expliquez ce succès, que ça dure aussi longtemps et qu'une génération qui ne les a pas vus en direct au moment où ça passait à la télé, les continue à les regarder? Est-ce que j'ai mis de l'argent dans un algorithme en Chine? Peut-être. Je sais pas. Je sais pas à quoi c'est dû. Ce qui est compliqué, c'est que les algorithmes effacent aussi tout ce qui a été fait aussi dans les films un peu plus sérieux. Et c'est vrai que je me rendais compte qu'à un moment, j'étais acteur et puis maintenant, je suis redevenu trublion dans les journaux. Oui. Donc, je me rends compte que les algorithmes, ça travaille ça. Mais heureusement, comme j'ai pas mal de films derrière moi. Quelques-uns, ouais. Les gens n'ont pas trop oublié et ça me permet de faire des commandants de sous-marins. Ouais. Mais c'est vrai qu'à la base, je serais plutôt boué de sous-marin, quoi. Est-ce que vous avez le sentiment qu'on peut continuer à rire de tout aujourd'hui? Parce que quand on regarde, il y a quand même un sacré paquet de ces sketchs qui probablement ne passeraient plus trop aujourd'hui. Si, il passe, là. Ouais, mais il passe sur des réseaux sociaux, mais je ne suis pas sûr que la télé les laisserait passer. Est-ce que vous avez vu une évolution du rire par rapport à ce que vous étiez capable de faire et le délire intégral Non, je vais vous dire une chose, c'est pas l'évolution du rire. Le problème que l'on a, c'est le manque de courage. Vous savez, le courrier des lecteurs, ça a toujours existé. Nous, on recevait des lettres de menaces toutes les semaines, ça n'a pas changé. Sauf qu'avant, les gens devaient aller chercher un courrier, écrire. Donc, ils étaient très mécontents, ceux qui écrivaient. Ils étaient très motivés. Il y en avait plein. Et ça a toujours existé. Il y avait des lettres entières, des sacs entiers de courriers d'insultes, de trucs dégueulasses qui arrivaient et tout ça, comme partout. Donc, si vous voulez, les gens mécontents, il y a toujours eu ça. Le seul truc, c'est que nous, on était protégés par les gens de notre chaîne, quoi. Et quand des gens se sont rendus compte que ça faisait des années qu'ils envoyaient des lettres et que tout d'un coup, ils pouvaient insulter sur les réseaux sociaux et que les gens qui étaient censés vous protéger allaient vous lâcher, ils ont pris le dessus, ils ont pris le pouvoir. Mais voilà, maintenant, c'est fini. Mais c'est surtout d'assumer le truc, quoi. Je veux dire... Vous avez une nostalgie pour ça ou vous êtes passé à autre chose? Ah non, moi, j'ai jamais de nostalgie. Moi, j'adore évoluer. Moi, je pense qu'on peut rire de tout et avec tout le monde à partir du moment où on a la finesse et l'intelligence de pouvoir le faire. C'est-à-dire que de nos jours, il y a un certain nombre de choses qu'on ne peut plus dire et faire et c'est tant mieux. Je veux dire... Des blagues sur les homos, les blagues sur les femmes, tous les trucs, machin, ça y est, on a bien exploité le truc, ça a été bien travaillé, il n'y avait pas un café de commerce ou un bar, machin. Donc maintenant, ça y est, c'est bon, quoi. Donc ça a été déjà assez pesant pour tout le monde, mais maintenant, voilà, il faut faire des blagues différentes, il y en a plein, elles sont toujours aussi drôles et différentes, mais elles ne s'attaquent pas, évidemment, elles ne sont pas racistes, elles ne sont pas... Voilà. Donc, c'est l'évolution de ce monde. Et maintenant, quand on fait une comédie, on peut faire des super comédies, mais il faut travailler le truc. Il faut aller chercher ailleurs. Il faut être un petit peu moins poussif que de sortir 3 blagues un peu lourdingues. Voilà. La lourdeur a disparu. Ouais.
Voilà. Alors, on parle de comédie, il y en a une qui vous a fait connaître du grand public, c'est La vérité si je mens. Alors, si vous voulez reparler un peu de lourdeur, on n'a pas été super classe, ça je l'accorde. Mais à l'époque... Allô Martine, je suis un copain de Dove. Voilà, ça a été la grande classe, là, on avait du texte. Voilà, du langage parlé, comme on dit. N'empêche qu'aujourd'hui, ça fait partie... Enfin, quand on vous a reçu tout à l'heure au journal, autour de vous, il y avait beaucoup de monde et des gens de toute génération confondue. Et on voit bien que José Garcia, il fait rire, il fait du bien et vous avez un succès public énorme là. Enfin, je veux dire, les gens qui viennent faire des selfies, il n'y en a pas 150 000 et enfin, autant en tous les cas quand on reçoit des invités, il y a quelque chose quoi. Oh, tant mieux. Et ça vient notamment de cette trilogie, non, qui vous a imposé dans le cinéma. C'était La Porte après Nulle part ailleurs. Je pense que, vous savez, quand vous êtes là pendant des années, j'ai fait 7 ans de Nulle part ailleurs, donc tous les soirs chez les gens, à les détendre, à les faire, parce que franchement, c'était pas très finaux non plus. Hein. On a fait quand même des trucs qui étaient super limites, super. Mais justement, c'était le fait d'oser, de faire des trucs et de faire un peu n'importe quoi, ou d'avoir le courage d'aller faire n'importe quoi. Après, il y a eu les films comme La vérité si je mens, après le Mac, après voilà, plein d'autres choses comme ça. On ne sait pas, mais en tout cas, l'important, c'est de voir les yeux qui se mettent à pétiller. Ouais, les yeux qui frisent. Voilà, ça frise, et ça veut dire... c'est la raison pour laquelle j'ai fait ce métier, moi. Parce qu'à une époque, quand je regardais certaines comédies le dimanche soir, qu'on était devant la télé avec mes parents, c'était le seul moment où on oubliait un peu tout, quoi. Ouais. Donc je pense que ça a dû faire partie aussi un peu des gens, et de leur avoir levé un peu l'âme et soutenu un peu dans les moments difficiles et leur faire oublier un peu leur quotidien, voilà, c'est la fonction des acteurs, quoi. Ça leur fait du bien. Et puis après, si en plus ils sont émus ou touchés sur d'autres films, c'est formidable. Voilà, aider les gens à vivre. Il y a une scène qui m'a marqué dans un film qui s'appelle Rire et Châtiment, où on sent qu'il y a beaucoup de vous dans ce film. Ouais. Et il y a une scène où vous racontez l'histoire de l'ours bleu, pas très fine non plus, il faut bien le dire. C'est pour ça que je dis, quand je parle des choses, c'est parce que je les ai faites et qu'il est temps de tourner la page. Mais n'empêche que cette capacité à raconter une histoire, à scotcher une table, c'est vous, non ? Oui, parce que je les rodais, j'en connais. Vous savez, j'ai un cerveau qui marche, qui est assez sélectif. Bizarrement, il est sélectif que sur des trucs vraiment qui servent à rien. Alors les blagues, j'en ai des centaines. C'est des blagues que j'ai rodées pendant des années, avec des amis belges, très forts aussi, qui la rodaient. Donc la même histoire pourrait être racontée. Une fois, j'avais fait un court-métrage, on a eu un problème de groupe électrogène, et on a raconté des histoires pendant toute la nuit. La même histoire, quelquefois 3 fois d'affilée. Et elle était toujours aussi géniale parce qu'elle est rodée, quoi. Elle est transformée avec un rythme. Voilà. Non, j'en ai raconté beaucoup. Et puis depuis quelques temps, j'en connais plus de nouvelles. Et j'ai arrêté d'en raconter. Ouais. Alors, vous en racontez peut-être plus. Par contre, vous postez beaucoup. Non, mais vous jouez toujours dans des comédies, mais aussi, et de plus en plus, presque. Parce que là, ce film, c'est une comédie, évidemment, mais votre rôle est presque un peu sérieux, en fait. Ouais. C'est un personnage qui a beaucoup de quant à soi. C'est une comédie romantique. Ouais, c'est il faut un métronome. Mais on vous a vu aussi dans des films nettement moins drôles. Je pense au Couperet, je pense au Torrent. Et il y a des films qui vont arriver, si j'ai bien compris, là où vous jouez pas du tout des mecs sympathiques. Non. Et ça, c'est un vrai défi d'acteur pour vous ? Non, c'est une chance d'avoir des gens qui me les accordent, qui pensent à moi pour ça. Anne Leni est assez géniale. J'ai fait Le Torrent. Là, j'ai fait un autre film qui s'appelle Histoire d'un mariage ou Est-ce que tu m'aimes ? Je crois. Là, ils sont en train de changer le titre. Et c'est pareil, elle vient toujours chercher dans les méandres un peu... j'aime bien, parce que c'est une femme, et en plus de ça, elle m'accorde vraiment des rôles de mecs pas forcément très sympathiques, ou qui perdent un peu de leur superbe assez rapidement, et qui sont un peu incisifs. Et puis après, j'en ai fait un autre avec Marie Raymond, qui est une actrice, là où je fais vraiment un pervers narcissique, un vrai mec assez détestable. Non, j'aime bien. D'abord, jouer les méchants, c'est formidable. Il n'y a qu'en France... Alors voilà, vous voyez, les algorithmes font qu'en France, en fait, on me donne toujours des rôles de mecs sympas. Dès que je vais à l'étranger, j'ai le rôle de salopard. Quand je tourne en Espagne, j'ai des rôles de méchants. Quand je tourne avec les Anglais ou les Américains, j'ai des rôles de méchants. Donc c'est marrant de voir comment... Parce qu'on est un peuple de cases, vous croyez ? Une fois qu'on vous a mis dans une case, c'est le mec rigolo, donc on va
Non, c'est que les rôles de méchants qu'on m'a donné ou de rôles de type pas forcément sympathique, c'est parce que justement j'avais de l'empathie avec le public. Quand j'ai fait le coup près, c'est pour ça. Pour faire ce que je fais dans le coup près, il fallait que les gens soient capables de s'identifier à moi, qu'ils aient une vraie sympathie pour moi et qu'ils accordent le moment où je vais aller tuer des gens vraiment pour sauver ma famille. Mais ça va super loin et ils acceptent quand même. C'est l'histoire de Psychose. Vous connaissez l'histoire de Psychose où il y a un type qui tue une femme dans sa douche. baignoire, ouais. Et après, ça dure 7 minutes. Et il nettoie le sang de la baignoire en permanence. Et pendant 7 minutes, au bout de 2 minutes, vous dites merde, putain, il oublie du sang de l'autre côté. Et en fait, au bout de 7 minutes, vous devenez complice avec le type. Donc c'est ça. Ouais, c'est bien vu. Et alors, souvent les acteurs disent oui, mais c'est hyper jubilatoire de jouer un méchant. Et c'est à ce point-là, c'est... Jouer un méchant, oui, surtout quand en fait, Quand vous vous identifiez pas vous-même comme un méchant. Voilà, vous avez une espèce d'espace qui est génial. Vous allez à la découverte de ce que vous seriez capable de faire dans une situation où vous seriez un pourri. Donc c'est un univers qui travaille que sur l'imaginaire. Donc votre imaginaire, il peut aller très très loin. C'est comme si vous devez brutaliser quelqu'un et être le plus sadique possible. Vous et moi, je pense... Peut-être moi seulement, non. Peut-être. Non, mais peut-être. non, mais ce que je veux dire, c'est quand vous donnez ça à quelqu'un qui est pas du tout, je sais pas, ni tortionnaire, ni machin, il va peut-être vous surprendre encore plus par rapport à sa capacité d'inventer des choses, parce que vous lui donnez le mot sadique, et donc il va travailler sur des fibres qui sont particulières. Et en fait, vous travaillez aussi sur des choses que vous détestez qu'on vous fasse, par exemple. Si vous devez être... pervers narcissique, vous voyez tous les gens qui vous ont peut-être humilié dans votre vie, et vous voyez ce qui vous a humilié. Donc, vous essayez de le capter, de le ressortir. Alors, vous êtes peut-être plus précis quand toute votre vie, vous avez un peu subi les humiliations de pas mal de gens. Ouais. Et ce sont des films durs qui naissent dans une société dure. Vous avez un regard particulier sur la société aujourd'hui? Est-ce que vous avez le sentiment qu'elle est nettement moins légère? On parlait de Nulle part ailleurs tout à l'heure, qui accompagnait des moments peut-être plus légers, une période un peu plus légère. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez ce sentiment-là que la société l'est moins, qu'elle est beaucoup plus fracturée? Je pense qu'elle n'est pas fracturée. Enfin, c'est pas la société. Je pense qu'en fait, c'est notre mode de vie qui a changé avec les GAFA. Je pense que le fait d'être informé en permanence de tout et d'avoir 10 milliards d'informations fait qu'on s'alourdit. Moi, je sais que je me bats énormément et je suis vraiment quelqu'un de super facile à choper, mais dès le matin, j'adore scroller et de voir tout et n'importe quoi, parce que ce monde est quand même fait d'une inventivité dingue. C'est-à-dire que dans les GAFA, dans tout ce qu'on a, que ce soit Facebook et tout ça, il y a autant de bons que de mauvais. Sauf qu'au bout d'un moment, c'est le mauvais qui prend le dessus, parce que voilà, c'est ce qu'on voit peut-être le plus, et que vous regardez quelque chose d'horrible, les algorithmes vous envoient plus de choses terribles. Mais il y a en même temps une inventivité. Il y a en même temps des choses, des moments de nature, des moments extraordinaires. Donc vous êtes rempli, si vous le voulez, de choses fabuleuses, ou en même temps de choses terribles. Et en même temps, vous êtes abreuvé d'informations en permanence. Et ce qui nous alourdit, je crois, c'est le nombre d'informations dans notre cerveau qui fait qu'on est épuisé. Mais si vous enlevez votre téléphone 5 minutes, vous le laissez de côté, vous passez à autre chose, c'est un travail de dingue, parce que ce système est tellement bien fait que vous êtes tout le temps en train de regarder ce truc. Vous êtes soit des mails, soit des messages. Moi, je me rends compte le nombre de fois où je regarde simplement déjà, si j'essaie de le poser, c'est 2 heures par jour minimum. Parce que vous avez un téléphone, vous prenez une photo d'un truc, vous le montrez à quelqu'un, vous êtes toujours sur ce truc-là. Moi, il m'arrive quelquefois, pendant un mois, de ne pas avoir ce téléphone, de le mettre dans un coin. C'est hallucinant de voir la légèreté que ça vous donne. Vous êtes accro sur les réseaux sociaux? Vous êtes consommateur, acteur? Non, je suis un tout petit peu acteur sur Instagram, simplement pour des trucs de travail ou des choses comme ça. Mais après, non, j'aime... Après, je pense que les algorithmes, ça se travaille. C'est-à-dire, si vous restez 10 minutes à voir un mec qui fout le feu à une maison de campagne, vous aurez 10 000 mecs qui vont... Mais quand vous regardez, par exemple, des trucs, je sais pas, sur la nature, ou vous regardez des trucs sur la permaculture, des machins, l'algorithme vous envoie des... En fait, je pense que c'est ce système d'algorithme qui fait que ça vous enferme dans des espèces de ghettos, et que si vous êtes tout le temps là-dedans en train de chercher... Mais en même temps, le savoir n'a jamais été aussi proche.
Vous voulez savoir n'importe quoi en 2 secondes, Oui, bien sûr. vous pouvez le faire. Vous avez des applications qui sont magiques. Vous regardez une feuille, vous regardez un arbre, vous savez déjà ce qui se passe. Vous voulez savoir l'histoire de n'importe quel truc à n'importe quel moment, vous pouvez le faire. Donc, si vous voulez, de ce côté-là, moi, je suis complètement divisé, mais je me rends compte que quand on utilise toute cette application, ça peut être complètement magique et ça peut aussi vous alourdir. Parce que trop d'informations, au bout d'un moment... Et est-ce que vous avez le sentiment que ça nous éloigne les uns des autres ? Est-ce que... Ça peut faire... non, il peut y avoir une chaîne tout d'un coup de vous voyez bien, il y a des moments, il y a des gens qui se mettent en mille pour aider quelqu'un. Il peut y avoir des actes extraordinaires. Non, mais ce système ne fait qu'amplifier l'âme humaine. Si vous avez envie d'aider, vous avez envie de voir des gens, vous avez envie de... Mais après, le seul truc qui est formidable et qui me donne beaucoup d'espoir, c'est que je me suis rendu compte que quand on voit beaucoup de gens très jeunes sur des téléphones, en même temps, il y a des mondes dans lesquels ils accèdent et des gens qui suivent, mais dès que ces gens sont quelque part, ils vont les voir. Donc en fait, ça fédère aussi. Donc si vous voulez, j'ai beaucoup d'espoir là-dedans. Et je pense qu'on est très heureux, comme nous tous, quand tout d'un coup, on regarde, je sais pas, moi, quelquefois, je regarde des mecs qui font des tests de machine à café. Putain, quand je vois le mec, je suis super content, quoi. Je me dis, voilà, influenceur, c'est ça aussi. C'est que c'est des gens qui ont réussi à créer un lien et que je suis ravi de rencontrer. Et alors, ce lien, on peut le partager en buvant un rosé. Oui. Ça, c'est une de vos trouvailles pour mettre du lien entre les gens. Ça a été après le confinement, oui. Ouais. Ben oui, parce que c'était drôle. Il fallait qu'on fasse quelque chose de drôle, de sympathique. C'était vraiment pour le lien, que les gens se retrouvent. Moi, je trouvais que c'était... Quand Raphaël Gauthier m'a proposé ça, c'est un publicitaire, il m'a dit « José, j'aimerais bien faire cette connerie. » Et je lui ai dit « Écoute, si on arrive à trouver un vin bio... et qu'il est pas trop cher pour que tout le monde puisse l'acheter facilement et qu'on puisse l'envoyer par Internet, ça soit livré, pourquoi pas. Et ça a dépassé un peu le truc. Et là, je suis quand même très fier d'être dans le train, d'avoir un petit kit apéro où les gens... parce que je voyais des gens partir souvent sur des petites distances. Mais même là, par exemple, à Rennes, vous êtes à Rennes, vous allez faire un truc à Paris. Vous partez avec vos collaborateurs, vous allez présenter un truc et tout. Quand vous revenez, à chaque fois, je voyais des gens revenir offrir 3 chips, un machin et tout ça. Et là, le fait d'avoir le petit sac avec le petit rosé, de l'offrir aux autres, c'est un moment de convivialité, c'est un moment sympathique, c'est un moment... Après, tous les moments de joie que l'on a avec les mariachis de Viva Mexico, c'est à hurler de rire de voir les gens qui s'éclatent à chanter, à danser. Voilà, c'est... Est-ce que vous savez d'où elle vous vient, cette énergie ? Parce qu'elle est... présente. Oui, très hispanique. Elle est très hispanique, c'est la joie de voir mes parents toujours, même s'ils travaillaient comme 15, toujours chanter, vivre, voilà. La joie, c'est quelque chose, voilà, quand on est en pleine santé, quand on vit bien, quand on a la chance de faire le métier qu'on aime, sans déconner, tirer la gueule. Pourquoi, quoi ? Il fait déjà un temps de merde. Pas en Bretagne, pas aujourd'hui. Pas du tout, il pleut que sur les cons en Bretagne. Exactement. Mais à Paris. Mais non, mais c'est vrai, c'est vrai. Ouais. Pourquoi pas se réjouir ? En tout cas, déjà, on va vous enlever votre sourire. Vous voyez bien, dès qu'il y a une dictature... Il n'y a pas des moments où c'est dur d'être le mec drôle ? Non, parce que dès que je masque, les gens sont surpris. Donc, ils se mettent à distance. Donc, c'est très facile. J'ai jamais besoin d'imposer un truc. Ils comprennent tout de suite qu'il se passe un truc parce qu'ils me voient tout le temps sourire. Donc, dès qu'on ne me voit plus sourire, c'est qu'il doit y avoir un machin. Donc, ils y vont très, très doucement. Bon, en tous les cas, nous, on espère que vous allez continuer à nous faire rire et sourire. On souhaite plein de bonnes choses à toute allure. Merci. Et je crois qu'il y en a un autre qui arrive dans pas très longtemps, qui s'appelle Le Panache. Très joli film sur le bégaiement, la différence, la transmission, l'école, l'enseignement et l'amour. Voilà. Ok, un beau programme. Merci beaucoup, José. Merci.